Bonjour, Catherine Drigbusch de Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons parler de les animaux ont-ils une conscience? Parce que oui, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, même si la réponse est plus ou moins globalement oui, avec des bémols. À ce titre, je vous signalerai un excellent bouquin. Bon, je n'ai pas pu le lire parce que j'ai des tas de lectures en totalité, mais j'ai lu le début. Le pouvoir inexpliqué des animaux de Rupert Sheldrake aux aventures secrètes. Si vous avez le courage, moi il faudrait que je le reprenne parce que j'ai tellement de choses à lire de part et d'autre que des fois je laisse un peu des trucs en plan. Mais je peux vous dire que c'est c'est sur une recherche scientifique animale qui a été effectuée à partir de témoignages. Alors bon, j'en vois déjà certains bondir dans leur chaise, des témoignages, mais bon sang, est-ce que c'est fiable? Franchement, on peut raconter n'importe quoi, oui, sauf que ils ont reçu je sais pas combien de témoignages et qu'ils ont vu que des tas de choses concordaient. Et en plus, certaines, ils les ont vérifiées par le biais de caméras. Ils ont filmé le propriétaire, le chien chez lui pour voir si des animaux qu'on leur avait signalés, qui signalaient l'arrivée de leur maître à l'avance. Alors là, ça dépend de l'animal. Hein. Il y en a, ils ne réagissent pas du tout. Et puis, mais il y a des individus hyper doués pour ça, comme pour nous les humains, et donc qui vont réagir soit la décision de départ, soit à la voiture, quand on met le clé de contact, soit 5 minutes avant l'arrivée du propriétaire. Et pour eux, ça n'a rien à voir avec les ultrasons, puisque le chien, en fait, le pas de l'homme ne correspond pas aux ultrasons, et ça ne le fait pas entendre de plus loin. Et c'est quand nous on entend le pas de l'homme, le chien l'entend en même temps que nous, et pas avant, contrairement à ce que certains disent. Et ça, c'est une donnée scientifique. Donc en fait, c'est finalement une recherche scientifique qui a été décriée par d'autres scientifiques, mais qui a été fait très sérieusement avec des vérifications, parce que c'est pas tout d'avoir des témoignages qui concordent et de faire des statistiques. Faut encore vérifier que ça marche et qu'on n'est pas dans le même type de personnage qui se fait des idées. Et ils ont vérifié et effectivement ça marche assez bien. Et donc voilà pour vous dire que au moins ils ont cette préscience que nous on a perdu. Alors, est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que c'est... On pencherait peut-être plus pour la télépathie, mais ça peut être aussi parce que, bon, quand il y a des faux négatifs, l'animal se trompe, et en général, c'est un changement à ce moment-là de décision du propriétaire, parce qu'il a un contretemps qui fait que il va rester à son bureau, par exemple. Mais ça ferait plutôt pencher par la télépathie que par la prémonition. Mais bon, qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas vraiment. Et ça serait, il parle de pressentiment. Donc, après tout, on peut pressentir la volonté, peut-être, mais une prédiction réelle, non. Ça, les 3/4 du temps, ça correspond plus, ça semble plus correspondre avec de la télépathie ou quelque chose qui serait à peu près de cet ordre. Et donc, oui, et puis on sait bien, ils ont faim. Quand ils ont faim, ils le savent. Quand ils ont soif, ils ont pas. Vous dites, ah ben là, vous allez me dire, mais c'est normal, ils ont des récepteurs. Mais oui, mais ils savent très bien quand ils ont envie de jouer. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est peut-être parce qu'ils ont cette intelligence des organes et de la sensibilité de la peau
plus développé que nous. Nous, on l'a, mais on ne l'écoute pas. On est pris dans une rumination mentale. On n'écoute pas. Je pense que l'animal écoute beaucoup plus son corps que nous. Un animal qui n'écoute pas son corps, c'est un animal qui a été matraqué par l'homme psychologiquement, quoi. Et oui, on m'a pourtant des gens qui admettent, qui sont thérapeutes, qui admettent ce genre de choses, n'admettent pas qu'un cheval, un animal, puisse être pris entre le cœur et la raison. Ben si, moi je vais vous citer un exemple, c'est déjà mon cheval. Mon cheval, il avait, parce qu'il est mort, il avait une biquette que je lui avais offerte. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, ça faisait 5-10 minutes que je l'avais déplacée parce que la biquette, la clôture électrique ne l'arrêtait pas. Donc la biquette était attachée à un piquet. Et c'était surtout que c'était une chèvre naine, c'était pas une grosse chèvre, et elle n'allait jamais bien loin, mais elle pouvait se barrer chez le voisin. Parce qu'elle était très attachée à Hitchcock, parce que elle était à peine sevrée, et le sevrage n'était pas tout à fait terminé quand je l'ai mis avec Hitchcock. Donc elle suivait Hitchcock partout comme un petit chien. C'était impressionnant. Et une fois j'étais un peu excédée parce que voilà, ça faisait 5-10 minutes que j'avais déplacé, j'étais partie travailler chez moi, et ça faisait 5-10 minutes que j'avais déplacé la biquette pour la placer dans le pré à côté, avec son piquet à côté d'Hitchcock, et j'entends la biquette qui crie. Hitchcock, il était retourné à l'opposé pour manger, parce que voilà, c'était 5 minutes dans un coin, 5 minutes dans l'autre. Et puis je me retourne vers lui et je dis, quand même, Hitchcock, tu pourrais t'occuper de ta biquette. Et puis je vais tranquillement vers la biquette pour la déplacer, la mettre à côté de lui. Sauf que lui, il a pas cru que c'était ça, quoi. Donc il voulait garder sa biquette, mais manger là où il voulait. Et là où il voulait, c'était pas à côté. Donc il était parti un peu plus loin, mais la biquette était toujours en angle de vue. Donc pour lui, pas de problème. Mais à partir du moment où il a craint que je lui enlève sa biquette, il a cessé de brouter. Je ne l'ai pas vu venir, je l'ai entendu venir au galop, se planter devant moi d'un air de dire non, c'est ma biquette, tu n'y toucheras pas. Et là, j'ai un autre exemple, c'est ma perruche. J'ai une perruche, là, elle n'est pas encore totalement apprivoisée. Donc elle revient dans sa cage que quand elle veut. Voilà, bien souvent j'utilise la nourriture, non pas que je l'affame, non. Elle a la nourriture à volonté, seulement voilà, quand je veux qu'elle puisse rentrer assez vite dans la cage, j'évite de lui donner à manger à l'extérieur. Sauf que des fois je m'y prends trop tard et du coup elle veut rester dehors. Et moi, ce que j'ai pris pour une volonté de domination, en fait, j'ai fini par comprendre, c'était juste, elle veut se percher haut pour dormir toute la nuit. Alors, quand j'ai compris que c'était pas une volonté de me dominer, mais un effet, je veux pas avoir peur des prédateurs, mais il y en a aucun dans la maison parce qu'elle est le seul animal de la maison. Quand j'ai compris que c'était parce qu'elle avait peur qu'il y a un prédateur qui vient, j'ai dit ok, tu peux dormir si tu veux là-haut parce que tu fais pas de dégâts, parce que les perruches, les perroquets, ça peut vous grignoter le bois. Hein. C'est une attitude normale, il faut laisser faire, sauf que faut mettre un peu le haut là quand ils s'attaquent aux meubles. Normalement, ils doivent avoir ce qu'il faut dans la cage. Il y a des jouets dans le commerce et puis vous pouvez en fabriquer vous-même qui sont faits exprès pour qu'ils les détruisent, parce que dans la vie sauvage, ils détruisent tout pour obtenir de la nourriture. Donc c'est un phénomène, comme le fait de se percher en haut des meubles, c'est un phénomène atavique qui est dû à leur espèce et qu'il faut un minimum respecter. Donc il faut faire des concessions. Donc mais moi ce que je voulais pas, c'est qu'elles prennent l'habitude d'aller j'ai un lustre ventilateur qui est bien pratique l'été. Et donc bien sûr quand la perruche est lâchée, mais il est éteint, mais il peut y avoir un oubli. Je n'aime pas trop qu'elles prennent l'habitude de se percher là-haut, surtout si c'est pour y rester.
Donc, je la chasse, j'arrivais à la refaire venir dans la cage, mais sauf qu'elle revenait. Et donc, la concession, ça a été que, une nuit, comme de toute façon elle est sage, elle ne sabote rien la nuit, je l'ai laissée en haut d'une armoire où elle a été très sage, elle n'a pas fait de dégâts. Voilà, juste une petite éponge à passer parce que les oiseaux ne peuvent pas retenir leurs besoins. Ça, c'est une particularité, donc voilà, faut le savoir quand on prend un oiseau. Et donc voilà, ça s'est terminé par un compromis. Elle a passé toute la nuit dehors et non pas dans la cage. Voilà. Donc oui, l'animal peut avoir un raisonnement. On a vu on a des tas d'oiseaux, des perruches et des perroquets qui peuvent classer par couleur. Il y a de plus en plus de vidéos comme ça. On a des perroquets et des perruches qui placent des formes à l'endroit où il y a un trou qui correspond à la forme et ils ne se trompent pas, ou s'ils se trompent, ils arrivent à rectifier. Il y a des vidéos très intéressantes, d'ailleurs j'en ai mis deux dans mes playlists là, des animaux étonnants. Et il y a même une petite perruche de rien du tout, une calopsite comme la mienne, qui a été dressée pour chanter une mélodie et s'arrêter en suivant l'accompagnement de son propriétaire. Donc, qu'on ne dise pas qu'ils n'ont pas une néoforme de raisonnement et qu'ils ne peuvent pas être pris entre le cœur et la raison. Ce n'est pas vrai. C'est sous prétexte parfois que l'on ne veut pas prêter aux animaux des choses qui sont propres aux humains, des fois on fait l'erreur inverse. C'est pas mieux que de leur prêter des choses qu'ils n'ont pas, comme dire mon chien a souri. Oui, ce qu'on a senti, c'est peut-être un sourire intérieur, mais la babine ne s'est pas retroussée effectivement pour qu'elle sourie. Et voilà, apprenez à observer. Et vous verrez des choses très étonnantes de la part de vos animaux. Merci d'avoir écouté.